Bonjour. Alors, je suis Marie Grossman. Je travaille au Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Je travaille sur le site de Lyon. Le CNED a 8 sites de formation en France. Mais évidemment, on travaille sur toute la France, l'Europe, l'international, hein. À Lyon, nous sommes particulièrement spécialisés dans les formations sanitaires et sociales, d'où ma présence ici. Donc, je suis dans l'ingénierie de formation, c'est-à-dire que j'élabore des produits de formation, notamment en gérontologie, pour des professionnels de santé, mais aussi pour des aidants naturels. Et ce sont soit des diplômes universitaires qui s'adressent à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, ou alors des modules courts pour des aidants ou des soignants. Donc on a un panel de formations et personnellement ce sont des formations, ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire sur Internet, mais avec beaucoup d'interactivité. Donc on va parler aujourd'hui de la façon de prévenir ou d'accompagner la perte d'autonomie chez les personnes âgées plus ou moins dépendantes. Donc voilà le résumé de la conférence qu'on m'a demandé d'animer, hein. Donc concilier les contraintes matérielles, financières, sociales pour prendre soin. Donc une expression qu'on utilise plutôt que la prise en charge, qui est connotée négativement, hein, parce qu'on pense à un fardeau. Donc on parle plutôt du prendre soin efficace de la personne âgée dépendante, tout en respectant ses aspirations, son histoire de vie, sa vie privée, pour tous les moments de la vie quotidienne, hein, donc toilette, alimentation, etc., en tenant compte de sa vie sociale et notamment les liens avec la famille, les amis, l'équilibre affectif, psychologique, et puis son autonomie, son libre arbitre. Voilà, donc plus précisément, donc, je vais commencer par dire quelques mots sur la perte d'autonomie liée au vieillissement de la population. Donc ici, vous avez par rapport à l'âge, hein, selon l'âge, l'augmentation de la perte d'autonomie, c'est selon le GIR, c'est-à-dire les groupes ISO-recherche, ça permet d'évaluer le degré de dépendance de la personne. Donc quand on fait partie quand on a un GIR 1 ou 2, c'est qu'on est extrêmement dépendant. Et les GIR 3 et 4, on est dépendant pour des gestes de la vie quotidienne, mais on n'est pas à 100% dépendant. Et donc ça va jusqu'à 6, hein, le GIR. Et 6, on est complètement autonome. Donc vous avez le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui donc nous donne à peu près le nombre de personnes dépendantes. Et vous voyez qu'il y a à peu près 1 200 000 personnes qui bénéficient de l'APA en ce moment, dont la majorité sont encore à domicile quand même. Alors, si on regarde la courbe, on s'aperçoit que ça monte très, très vite, mais dans les grands âges, hein. C'est-à-dire qu'à 90 ans, on a à peu près 25 à 30% des personnes qui ont une dépendance lourde, mais ensuite, bon, ça augmente évidemment, les centenaires, c'est plus de la moitié, mais donc, une bonne proportion sont encore à domicile, hein. Les projections, elles sont plus ou moins optimistes. Donc là, vous avez la projection médiane d'ici 2060, la projection pessimiste et la projection optimiste. Vous voyez que dans la projection médiane, on a un doublement du nombre de personnes âgées dépendantes. Donc d'ici à peu près, merci beaucoup, d'ici 35 à 40 ans. Alors, est-ce qu'on peut l'éviter, cette entrée en dépendance, cette perte d'autonomie? Ben, la réponse est oui, souvent, hein. En tout cas, on peut la faire reculer, ce qui a une énorme incidence sur le bien-être, évidemment, hein, des personnes. Et ça a aussi une grande incidence sur l'économie, hein, ce qu'on appelle l'économie de la santé. Donc, quelles sont les principales causes? Une des principales, c'est la fonte musculaire, hein, ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est souvent corrélée à la perte d'endurance, à la diminution d'endurance, hein. Petit à petit,
On arrive de moins en moins à marcher loin. Marcher 100 mètres, ça devient vraiment très, très fatigant. L'ostéoporose est un facteur très important de perte d'autonomie. Donc, il s'agit de la diminution de la densité osseuse, une perte de tissu osseux. Et c'est aussi très souvent corrélé à la sarcopénie. Et puis, bien sûr, toutes les maladies chroniques, l'ostéoporose en est une, hein, mais les autres maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc., qui sont en forte augmentation. Alors, un petit zoom sur la sarcopénie, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, alors que c'est vraiment un facteur important de cette entrée en dépendance, et avec une prévention tout à fait possible. Donc, vous voyez, en moyenne, évidemment, parce que c'est très variable d'une personne à l'autre, en moyenne, voilà la coupe d'un quadriceps, un muscle de la cuisse, à 20 ans, à 70 ans, à 80 ans. Donc, on perd en moyenne la moitié de sa masse musculaire au niveau des membres inférieurs et le tiers de la masse musculaire au niveau des membres supérieurs. Alors, ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire on peut limiter cette perte, mais enfin, avec le vieillissement, on perd quand même du muscle et on gagne de la graisse. Donc, vous voyez qu'on a un tissu adipeux qui devient de plus en plus épais et on a une graisse interstitielle qui s'insinue dans le muscle, ce qu'on appelle le persillé dans les steaks. Mais voilà, c'est avec le vieillissement, on a vraiment une perte importante. Alors, si on regarde la composition corporelle chez un homme en bonne santé, donc ça pourrait être encore pire ou mieux, eh bien, vous avez, à partir de 50 ans, on perd à peu près 2 à 3% par an de masse musculaire et on a la masse adipeuse qui augmente aussi peu à peu. Donc, prévenir cette perte de mobilité physique, on ne parle pas encore de l'autonomie psychique, mais là, on est dans l'autonomie physique. Bon, vous avez compris qu'il s'agit vraiment d'un enjeu majeur. Et il est important, au jeune âge, d'arriver à un pic de masse osseuse et de masse musculaire le plus élevé possible, qui est fonction de son activité physique, mais aussi de son patrimoine génétique, notamment pour la densité osseuse. Mais disons que même si on a un patrimoine génétique qui est pas extraordinaire, on peut quand même, en faisant pas mal d'activités physiques, jusqu'à 30 ans, on arrive à augmenter son pic de masse osseuse. Et c'est la même chose pour la masse musculaire. Ensuite, on a un plateau pour les deux. Vous voyez que c'est vraiment une évolution commune. Et puis, après 50 ans, on a une baisse plus ou moins forte. Et c'est là qu'il va falloir vraiment prévenir de façon importante pour limiter cette baisse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette courbe-là, mais il vaut mieux diminuer vraiment lentement, ce qui fait qu'on va faire reculer le seuil critique à partir duquel on risque d'avoir une fracture, on va chuter, etc. Ça, c'est très important de le faire reculer le plus possible. Donc, comment faire quelles sont les conséquences de ces deux maladies chroniques, sarcopénie et ostéoporose? Donc, bien sûr, les chutes. Plus on perd de muscles, plus on a de risques de chuter. Si on a des os moins denses, eh bien, on va avoir plus de risques d'avoir une fracture. On va arriver à une grabbatisation beaucoup plus rapide et on a une augmentation de décès qui est très élevée. Après une fracture du col du fémur, on a 30% de décès dans l'année qui suit. Donc, c'est quand même très important. Voilà, alors quelles sont les stratégies préventives? Bien entendu, une activité physique régulière et adaptée à ses capacités. Donc là c'est par exemple, c'est ce qui se passe au centre hospitalier Lyon-Sud, où il y a une prise, vraiment un coaching des personnes qui sont pré-sarcopéniques ou sarcopéniques. Et puis, bien sûr, une alimentation adaptée, adéquate. On va préciser un petit peu. C'est efficace. Par exemple, on a pas mal de publications scientifiques qui ont montré qu'une pratique régulière et adaptée d'une activité physique permet, même au grand âge, c'est-à-dire même à 80-85 ans,
un doublement de la force musculaire. Donc c'est quand même important parce que ça va permettre une qualité de vie bien meilleure. Alors quels sont les signes d'alerte pour la sarcopénie? On va voir chez la personne la marche qui va ralentir de plus en plus. Elle va avoir du mal à se lever de son siège sans les bras, hein, c'est parce que la force au niveau des quadriceps diminue. Elle a du mal à monter les escaliers, à faire ses courses, à porter les sacs de course. Et comment fait-on le diagnostic? Parce que là, vous voyez, les signes d'alerte, il faut qu'ils soient perçus par le médecin généraliste. Il ne faut pas que le médecin dise bah oui, bah c'est normal, c'est la vieillesse, etc. Malheureusement, enfin, c'est encore souvent le cas. Ces signes d'alerte, ils doivent vraiment alerter et permettre ensuite un diagnostic et une prise en charge ou prise en soin. Donc ce diagnostic, il va être basé sur la lenteur de la vitesse de la marche. Ce sont des mesures sur 4 mètres. Et si cette vitesse est inférieure à 0,8 mètres par seconde, on va penser à une sarcopénie. Et on va mesurer aussi la force de préhension avec ce qu'on appelle le hand grip. Et c'est l'unité, donc c'est en kilos. Et donc une force de préhension qui est inférieure à 20 kg chez la femme ou à 30 kg chez l'homme va devoir nous alerter. Et là, on va commencer à parler de sarcopénie. On peut vérifier avec la composition corporelle, ce qu'on appelle l'impédance-métrie. Hein. Mais déjà, avec la vitesse de la marche et de préhension, on va savoir si un patient est pré-sarcopénique, sarcopénique. Hein. Et pour l'ostéoporose, bon, vous savez que l'examen à faire, c'est l'ostéodensitométrie osseuse. Enfin, l'ostéodensitométrie. Je termine peut-être, et puis s'il y a des questions, on va laisser un moment pour les questions-réponses. Hein. Alors, quelle activité physique? Eh bien, les exercices qui sont recommandés sont des exercices contre résistance, c'est-à-dire qu'on va apporter des lestes, des petites haltères si vous voulez, ou des lestes pour les jambes. Par exemple, un lever de jambes avec un lest autour de la cheville, des mouvements des bras avec des petites haltères, des levées de chaises réguliers, plusieurs fois dans la journée. Bon, il y a plein de petits exercices qui sont possibles, qui sont très efficaces. Il faut quand même penser à l'endurance, parce que donc les exercices contre résistance permettent de gagner en force musculaire, un petit peu en masse, mais surtout en force musculaire. Et donc, il faut les coupler avec des activités d'endurance, hein, donc avec de la marche, par exemple. On ne peut pas parler de sport, hein, ce sont des activités physiques. Et ce sont des activités physiques qui peuvent être des activités quotidiennes, comme le jardinage. Hein. Alors, évidemment, donc vous avez des EHPAD, par exemple, où on installe des jardins en hauteur pour que la personne, parce qu'ils ont du mal à se baisser en général, donc ils puissent jardiner. Et en jardinant, bien voilà, on fait ce type d'exercice sans s'ennuyer. Voilà. Au niveau de l'alimentation, bon, il faut évidemment tout faire pour lutter contre la dénutrition, hein, qui est un gros problème chez les personnes âgées et encore plus chez les personnes âgées hospitalisées ou en EHPAD. Et pour ce qui est de la sarcopénie, l'absorption de protéines, il faut qu'elle soit suffisante. Donc, au moins 1 gramme par kilo et par jour. Si la personne est en dénutrition, on va augmenter un petit peu la quantité de protéines. Je ne parle pas de protéines, des sachets protéinés. Hein. Je parle des protéines apportées par une alimentation équilibrée. Parce que trop de protéines isolées de leur substrat, ce n'est pas non plus très bon. Hein. Et les pistes de recherche en ce moment semblent montrer qu'en concentrant les apports de protéines sur un repas, en général c'est le déjeuner, par exemple en apportant 80% des protéines sur le déjeuner, eh bien, on augmente la fabrication de muscles, la synthèse protéique au niveau du muscle. Pourquoi? Parce qu'on a une diminution de l'efficience de cette synthèse après le repas, hein, ce qu'on appelle l'anabolisme. Chez la personne âgée, c'est moins efficace. Et donc, il faudrait qu'il y ait davantage d'acides aminés, c'est ce qui compose les protéines, qui arrivent juste après le repas, en grande quantité.
Donc pour cela, il vaut mieux consommer des protéines rapides. Bon, par exemple, dans un steak, ce sont des protéines rapides. Ou des acides aminés comme la leucine. On en trouve par exemple dans le petit lait. Si vous arrivez à trouver chez votre marchand de faisselle, hein, vous demandez du petit lait. Et c'est très bien d'en consommer autour de l'activité physique. Hein. Ça permet vraiment de construire du muscle. Alors, bien sûr, pour les os, il va falloir du calcium. Je ne vous ai pas rappelé les apports nutritionnels conseillés. Pour le calcium, ils sont assez élevés. Hein, puisque pour les adultes, en moyenne, c'est 900 mg par jour. Pour les personnes âgées, c'est 1200 mg par jour. Mais ce sont des apports nutritionnels conseillés avec une alimentation de type occidental. Si on a une alimentation alcalinisante, c'est-à-dire très riche en fruits et légumes et peu salée, on va éliminer beaucoup moins de calcium dans les urines et on va donc avoir besoin de moins de calcium. On va le voir tout de suite. La vitamine D qui va permettre d'absorber beaucoup plus de calcium au niveau intestinal. La vitamine K, notamment la vitamine K2, qui va permettre de fixer ce calcium dans les os. Et puis donc des aliments antioxydants parce qu'ils vont limiter ce vieillissement musculaire et osseux. Donc un petit zoom sur une alimentation de type alcalinisante. Donc tous les produits végétaux sont dits alcalinisants, c'est-à-dire ils vont limiter la fuite de calcium dans les urines, alors que les produits animaux, eux, sont acidifiants et entraînent une fuite de calcium. Alors plus ou moins acidifiant, hein, y a tout un classement. Par exemple, un fromage est plus acidifiant qu'un yaourt. Et en plus, il est très riche en sel. Donc, si on mange un morceau de fromage, eh bien, il vaudrait mieux avoir des produits végétaux à côté. Par exemple, une salade aux chèvres, ça c'est bien. Et on évite de saler la salade puisqu'on a déjà le chèvre. Donc, on a un apport de calcium, pas trop de sel, et on a tout ce qu'apportent les végétaux, le potassium, etc., qui est, lui, alcalinisant. Donc, toujours faire attention à avoir une bonne proportion de fruits et légumes avec les produits animaux. Sinon, on a une alimentation qui est trop acidifiante. Voilà. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que quand on a le sang, le milieu intérieur qui a tendance à s'acidifier, pour pour limiter cette acidification, il faut du calcium qui va être prélevé dans les os. Et donc, moins on a un milieu intérieur, un sang qui est acide, et moins on pompe de calcium dans les os. Voilà. Et moins on va l'éliminer ensuite dans les urines. Voilà, donc là, je change de sujet. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette prévention de la mobilité physique, donc de la sarcopénie, de l'ostéoporose ? Donc je continue avec un aspect tout à fait différent. Donc là, on est dans le prendre soin, l'approche éthique du prendre soin. Et notamment, comment arriver à prévenir et sinon apaiser les situations de soins difficiles. Donc ces situations de soins difficiles, elles peuvent aboutir à ce qu'on appelle les réactions de catastrophe. C'est-à-dire que la personne âgée, on est par exemple dans un EHPAD, et la personne âgée, il y a un soin qui doit être fait, une toilette, et elle réagit très très mal. Elle ne maîtrise pas du tout ses émotions. Elle va se mettre à crier, à mordre, à griffer, et le soin ne pourra pas être fait, sauf à effectuer un soin de force qu'il faut absolument éviter. Donc, ces réactions de catastrophe, elles sont dues d'une partie à ces troubles cognitifs, à une situation de démence, comme les démences de type Alzheimer ou apparentées, mais aussi une inadaptation de l'attitude du soignant ou de l'aidant, parce qu'il ne comprend pas cette réaction, il n'arrive pas à l'interpréter et donc à la prévenir. Donc, on sait qu'il y a quelques situations qui sont à haut risque de ces réactions de catastrophe. C'est bien sûr la toilette, parce qu'on touche à l'intime, ce n'est pas évident. Une personne qui a perdu son autonomie et qui ne peut plus faire sa toilette toute seule, c'est une situation difficile. Le change de nuit.
Voilà, parfois, dans certains EHPAD, c'est automatique, le change de nuit. Donc la lumière éclairée, tout d'un coup, la personne se réveille, quelqu'un est en train de toucher un endroit quand même assez intime, et ça provoque des réactions parfois très violentes. Les repas aussi, hein, si la personne n'a pas faim, si ce n'est pas le bon moment, on peut avoir des réactions violentes. Donc comment d'abord interpréter ces troubles du comportement qu'on appelle, on a longtemps appelé, mais on le trouve encore sur le site de la Haute Autorité de Santé, des comportements perturbateurs. Hein, par exemple, une personne qui a la maladie d'Alzheimer qui déambule, on appelle ça un comportement perturbateur parce que ça peut perturber le service. Mais si on comprend ce comportement et si on fait en sorte que l'environnement permet cette déambulation, si la personne a besoin de déambuler, on va la laisser déambuler. Mais il ne faut pas qu'elle puisse se perdre, bien sûr. Donc, ces troubles du comportement, en fait, ce sont des façons pour cette personne de s'exprimer. Et ils sont souvent des réactions défensives, des réactions de peur face à ce que la personne prend pour une agression. Parce que nous, bien sûr, si nous sommes hospitalisés, on est dans un lit d'hôpital, on voit entrer, parfois sans frapper, une personne avec une blouse blanche qui tient une seringue, qui va nous faire une piqûre. On gère la situation, on se rappelle bien pourquoi on est là, et on sait ce que c'est que cette seringue, on sait que c'est pour nous soigner. Bon. Ce n'est pas le cas d'une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Hein. Pour elle, ça serait une situation d'agression. Donc il va falloir en tenir compte. Elle ne sait plus que la blouse blanche, ça signifie soignant, elle a oublié tout ça. Donc, il existe des gestes, des attitudes qui vont permettre de prévenir ces situations ou au moins de les apaiser parce qu'on ne peut pas tout prévenir, bien sûr, et d'améliorer fortement cette relation très importante entre la personne soignée et le soignant. Donc, par exemple, quand on sait qu'un soin va être difficile, il y a des prologues aux soins. Alors, évidemment, vous pensez tout de suite, ben, c'est beaucoup plus long. Mais ce n'est pas forcément plus long que de gérer une réaction de catastrophe. Hein. C'est-à-dire, une fois que on connaît la personne, on sait ce qu'il faut faire, ce n'est pas forcément plus long que d'avoir un refus de soins. Donc, un prologue aux soins, ben, il faut penser à tout ce qui est avant le soin, à ne pas avoir tout d'un coup une lumière agressive, à tout ce qui est... ça peut être un massage des mains, par exemple. Hein. Avant une toilette, on ne va pas aller directement... toucher les parties intimes de la personne, hein, on va commencer, parce que là on peut se heurter au protocole hein, qu'on a appris à l'école, dans les instituts. Donc on va plutôt commencer par un geste d'apaisement, hein, et donc par exemple un massage des mains, une musique douce, etc. Ajuster le soin aussi, hein, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour la douche, pour la toilette, pour le repas. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas faim à ce moment-là. Donc, on ne peut pas les gaver. Hein. Donc, voilà. Est-ce que le soin est bien ajusté? Est-ce que cette personne, est-ce que c'est une douche qu'il lui faut ou pas? Là, j'étais dans un EHPAD dans l'Ain. Il y a une résidente qui refuse absolument la douche et qui est une survivante d'un camp d'extermination. Donc, la douche, pour elle, c'est l'horreur. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment connaître la personne, son histoire de vie, et on va parler du projet personnalisé. Donc l'entrée en relation, bien sûr, hein, c'est avant tout une personne. Donc la façon de s'exprimer, de dire bonjour, de lui demander si aujourd'hui elle se sent bien, d'avoir vraiment une communication et une communication qui ne sera pas forcément verbale. Il y a le regard qui est très important et bien sûr le toucher. Et un toucher qui ne soit pas agressif. Hein, ce n'est pas un toucher en pince, mais plutôt... au lieu de si on ne tire jamais, on prend sous le bras, par exemple. Il y a des gestes précis qu'il faut savoir respecter pour ne pas agresser la personne. Et puis, ce qu'on appelle la validation, hein, c'est une personne en situation de démence qui attend l'arrivée de sa maman, hein, une personne très âgée qui répète tout le temps, voilà, ma maman va arriver. Bon, eh bien... Vous ne pouvez pas lui répondre, mais elle est morte depuis longtemps, votre mère. Hein. Ou inversement, lui dire, mais oui, elle va arriver, bien sûr, là, elle va arriver bientôt. Donc, il faut
c'est une validation du ressenti de la personne. Voilà, on peut lui dire, oui, votre maman, vous en parlez souvent, vous pensez souvent à elle, elle est toujours dans votre cœur. Vous voyez, il y a des moyens de valider ce ressenti de la personne qui est évidemment dans un autre monde, hein, qui est dans son enfance. On ne va pas ni la sortir tout d'un coup brutalement de ce ressenti, ni entrer dans ce qu'elle dit. Voilà, c'est ce qu'on appelle la validation. La diversion, par exemple, une personne qui a vraiment beaucoup de mal à supporter la toilette, mais les soignants vont la voir à deux, et pendant qu'un soignant pratique le soin, l'autre soignant va lui parler à la personne. Ça peut être des chants, ça dépend de la personne. Souvent, la réminiscence de souvenirs, de bons souvenirs, hein, les mauvais souvenirs on évite, hein, c'est possible, mais de bons souvenirs, voilà, ça capte l'intérêt de la personne et ça permet de faire le soin pendant ce temps. Et si ça n'est pas possible autrement, il y a des jours où c'est pas possible de faire une toilette, la personne n'accepte pas, eh bien absolument éviter le soin de force, hein, il vaut mieux reporter le soin bien sûr. Donc tout cela, ce sont des outils parfois très précis, hein, parce que là c'est un résumé, hein, de prévention, d'apaisement de ces situations, et ça permet quand même une relation soignant-soigné qui est beaucoup plus satisfaisante. Hein. Alors, dans les établissements pour personnes âgées, on doit maintenant mettre en place des projets personnalisés, un projet par personne, qui évolue d'ailleurs avec la personne, hein, et qui vont demander une observation, une connaissance de la personne, et donc une évaluation, un ajustement des savoir-faire à cette personne-là, qui est différente de sa voisine. Pour cela, les soignants, parce que ce n'est pas toujours le même soignant qui va intervenir, doivent bénéficier de recueils d'observations et d'informations sur toutes les personnes. Et donc, savoir... Je vous donne un exemple. Là, il y avait un formateur qui est allé dans un EHPAD pour parler des situations difficiles. Et donc, ce jour-là, ils ont parlé d'un monsieur, donc monsieur calme, tout se passe bien, sauf au moment où il faut le raser. Alors là, il s'énerve, il crie, il griffe, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ils ont essayé de changer de soignant, de changer l'heure. Bon. Rien n'y fait, ce monsieur refuse. Donc, comment on pourrait faire? Là, ils discutent, parce que le collectif, c'est très important, hein, pour trouver des solutions. Et puis, il y en a un qui demande, mais ce monsieur, avant de venir, il se rasait? Et là, donc, après renseignement pris, se rend compte que c'était un monsieur barbu qui ne s'était jamais rasé. Et dans cet EHPAD, il y avait cette habitude de raser tous les hommes. Vraiment en contradiction. C'est une contradiction par rapport à la dignité de la personne. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un EHPAD qu'on doit... Il n'y a pas une règle, ce type de règle à accepter. Alors, la réflexion collective. Vraiment, le collectif, c'est extrêmement important, hein, parce que ce sont des métiers difficiles, on est dans l'humain, et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, à avancer, à connaître, hein, parce qu'on a tous les mêmes difficultés. Donc, c'est extrêmement important, au sein de la structure ou avec des formations, de réfléchir collectivement. Et donc, ça va permettre d'ajuster, prendre soin, d'ajuster à la personne, et de tenir compte de ses préférences, de ses désirs, et pas seulement de ses besoins physiologiques, hein, et de son histoire de vie. Donc, cette amélioration des pratiques professionnelles, qu'est-ce qu'elle va permettre? Bien, pour les personnes résidentes, les personnes âgées, mais on peut parler aussi de personnes qui sont à domicile, hein, beaucoup plus de bien-être, une motivation pour aller vers les autres, pour faire des activités, pour rester là, hein, et en étant avec un meilleur moral. Et puis une estime de soi, c'est très important. Hein, quand les relations avec les soignants se passent bien, on a l'estime de soi qui va remonter. Pour les aidants et les soignants, la satisfaction professionnelle, hein, va bien sûr être valorisée, augmentée. Et puis, on va y gagner beaucoup moins de turnover, d'absentéisme, moins de burn-out.
Et d'ailleurs, ces établissements où on a ce type de relation, où on a ce type de prendre soin, où c'est bien instauré, où tout le monde a été formé de la même façon, eh bien, c'est ce qu'on appelle des établissements magnétiques. C'est-à-dire des établissements où les soignants ils n'ont pas envie de partir. Et quand il y a un poste qui se libère, on a 10, 20, 30 demandes. Parce qu'on sait que même si le prendre soin semble prendre un peu plus de temps, eh bien, finalement, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc, là, on a parlé du prendre soin adapté à chaque personne, mais il est important aussi de penser à l'environnement de la personne, dont notamment les maisons de retraite, les EHPAD, et l'amélioration, l'ajustement de cet environnement, ça va être aussi très important pour la qualité de vie. Donc, dans cet établissement, par exemple, il sera vraiment important d'adopter, d'avoir tous une culture commune du prendre soin. Elle doit se retrouver dans le projet d'établissement qui ne devrait pas vraiment descendre de la direction vers les soignants, mais qui devrait être construit collectivement. De formation, bien sûr, de formation continue. Et dans l'EHPAD, dans la structure, tout le monde devrait être formé de la même façon. Les soignants, bien sûr, mais y compris le personnel de cuisine, par exemple. Parce qu'eux aussi sont dans le soin relationnel. C'est très important. Eux aussi, ils vont avoir affaire à ces personnes. Et donc, ils doivent avoir cette même formation, cette même approche éthique de la personne. Et la réflexion collective. Toujours, hein, on ne reste pas dans son coin. On réfléchit et avec toutes les professions. On parle de transdisciplinarité, c'est-à-dire que ce sont vraiment toutes les professions qui sont autour de la personne. Hein. C'est ce qu'on appelle un prendre soin centré sur la personne. Et donc, cette résidence pour personnes âgées, ça doit avant tout être un lieu de vie et non pas un lieu de soins avant tout. C'est-à-dire c'est un lieu de vie où l'on soigne, bien sûr, et où on a tous les soins techniques, mais avant tout, c'est un lieu de vie et non pas un lieu de soins où on vit. Mais bon, on vit mal parce qu'on pense d'abord aux soins. Donc, l'agencement, par exemple, de ces structures devrait permettre la personnalisation, la convivialité. Il devrait y avoir des endroits où on peut se retrouver à quelques-uns, comme des petits salons. Ce n'est pas forcément compliqué, hein. Il faut absolument casser l'effet de masse. Donc il peut y avoir des claustras, même si on a une très grande structure, on peut à moindre coût arriver à casser cet effet de masse qui est vraiment dépersonnalisant. Et d'autant si la personne est désorientée à cause de sa maladie. Donc, l'agencement doit favoriser l'autonomie. Par exemple, en fauteuil roulant, on devrait pouvoir aller partout dans l'établissement et dans le jardin. Hein. Là, je n'ai pas parlé du jardin, mais c'est extrêmement important. On parle même d'ortithérapie, c'est-à-dire les soins par le jardin. Mais même sans parler de thérapie, c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir voir, prendre l'air, voir des plantes changer de saison. Enfin, voilà, il faut penser qu'on n'est pas en prison quand même. Hein. Voilà, c'est avant tout un lieu de vie. Et donc, on voit parfois, malheureusement, des jardins transformés en parking dans des EHPAD. Alors que c'est primordial pour la qualité de vie. Donc, favoriser l'autonomie, l'orientation. C'est-à-dire que si on a des longs couloirs blancs, on va être complètement désorienté. Mais si on a des jeux de couleurs, des petites images sur sa chambre, si chaque étage, chaque partie de l'établissement est différent, on va pouvoir mieux s'orienter. Donc même si on n'a pas la maladie d'Alzheimer, quand on arrive dans un espèce de grand hôpital où tout est blanc, c'est quand même un peu déstabilisant. Hein. Donc là, c'est très important hein, de permettre l'orientation de ces personnes. Et puis, l'organisation, il faudrait qu'elle soit le plus souple possible, c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter aux personnes. Donc là, par exemple, j'étais dans un EHPAD, le petit déjeuner, c'était comme partout, à partir de 6h30 jusqu'à 8h. Là, maintenant, ils permettent des petits déjeuners jusqu'à 10h du matin. Donc évidemment, c'est pour les personnels soignants, ça demande une adaptation. C'est pas, de telle heure à telle heure,
c'est le petit déjeuner, après telle heure à telle heure, c'est la toilette. Mais non, on essaie de s'adapter, mais on travaille en équipe, donc on y gagne de notre façon, on y gagne en satisfaction. Donc, plus de souplesse, une adaptation au rythme de vie des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas faim à midi. Donc, bon, on peut essayer de leur ouvrir l'appétit, on peut avoir des machines à pain pour que ça sente bon, et voilà, pour leur ouvrir un peu l'appétit. Et on peut essayer de proposer des petites collations. Si vraiment elle n'a pas faim, on fait une petite collation. Ou si il y a des personnes qui réclament à manger très tôt. Mais voilà, là aussi, on pense à une petite collation avant le repas, hein, pour que la personne ait quand même, pour qu'on puisse répondre à ses besoins. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure, j'ai vu des EHPAD où ça fonctionnait bien. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et bien sûr, le prendre soin individualisé, on en a déjà parlé. Des activités, des animations variées et qui permettent de répondre aux désirs des personnes, à leurs histoires de vie. Voilà, s'il y a des personnes qui aimaient cuisiner, qui aimaient jardiner, pourquoi une rupture du moment qu'elles arrivent en EHPAD? Il faut essayer de répondre à tous ces besoins. Et c'est vrai qu'on est tous différents, donc voilà, il va falloir essayer de proposer des activités différentes et s'appuyer sur ce que demandent les personnes. Évidemment, il ne peut pas y avoir une trentaine d'activités, donc voilà, il faut écouter et il faut bâtir son programme en fonction des personnes. Et dans ces activités, il faut penser à l'autonomie physique, favoriser l'autonomie physique, on a vu que c'était très important. Éviter absolument la grabbatisation, leur permettre d'être verticalisés debout le plus longtemps possible et jusqu'au bout si possible. Et puis, bien sûr, tout ce qui est intellectuel, des ateliers de réminiscence aussi, voilà, parce que c'est même pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, c'est très, très important d'avoir ces activités de réminiscence, sur des chansons aussi, des chansons anciennes, etc. Donc, ajuster l'environnement aux personnes, c'est aussi permettre à ces personnes d'avoir un chez-soi. Donc, c'est la chambre, bien sûr. Il faut vraiment que ces personnes se sentent chez elles. Donc, dans de plus en plus d'EHPAD, maintenant, on peut amener ses meubles, ses effets personnels pour se sentir davantage chez soi. Il y a un droit à l'intimité, donc il faut pouvoir fermer sa porte. Mais évidemment, les soignants ont un pass, hein, parce qu'il faut prévoir. Mais il faut qu'on ait droit à l'intimité. Et quand le soignant toque à la porte, il attend que la personne lui propose d'entrer. Voilà. Ce droit à l'intimité, il n'est pas toujours facile à respecter. C'est aussi un droit à la sexualité. C'est vrai qu'en EHPAD, on a des lits médicalisés, des lits en 90. Donc vous vous imaginez passer d'un lit à 140, 160, 180 en couple et d'arriver dans un lit médicalisé en 90. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grand lit dans les EHPAD. C'est dommage, hein, je trouve, hein, mais bon, voilà. On est quand même, on a l'impression d'un retour à l'enfance, quoi. On retrouve son lit d'adolescent. Donc l'ouverture sur l'extérieur est extrêmement importante, de pouvoir sortir, bon évidemment à condition que ça soit possible, hein, que la personne ait les capacités. Mais par exemple, à Albi, il y a une maison de retraite qui se trouve en centre-ville, la maison de l'amitié, où il y a une petite fermette, hein, des chèvres. Et les malades d'Alzheimer, tant qu'ils en sont capables, hein, promènent les chèvres dans le centre-ville et tous les commerçants, tous les gens les connaissent. Et donc, voilà, ils ne se perdent pas parce que tout le monde les connaît. Donc, il y a vraiment un accès à la cité, à la vie de la cité, c'est extrêmement bénéfique. Hein. Pouvoir accueillir la famille, les amis à l'EHPAD. Hein. Donc, il y a un EHPAD dans l'Ain où vous avez une salle à manger pour accueillir les amis et la famille, meublé. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un établissement de type EHPAD ou maison de retraite. Hein. Donc il y a des meubles anciens, il y a une cheminée, et donc ils peuvent soit amener à manger, soit commander des repas, et donc ils mangent avec le résident, famille, amis. Il suffit de réserver la salle, et on a l'impression d'être un peu à la maison. Donc, dans les activités, c'est très important aussi de favoriser ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Hein. Donc, à l'intérieur de l'EHPAD, mais ça peut être aussi à l'extérieur.
Je vous parlais de l'EHPAD d'Albi. Il y a un bistrot à l'intérieur de l'EHPAD. Alors, ce sont des bénévoles qui animent, des membres des familles, etc. Mais il y a des gens de l'extérieur qui viennent, et des résidents. Et c'est un lieu vraiment où on est toujours à l'intérieur, mais il y a quand même des gens de l'extérieur qui viennent. Donc, c'est un lieu sympa, convivial. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette approche éthique et puis préventive. Et je suis à votre disposition pour toute remarque ou question. Il y a un micro qui peut circuler. Mais pas de remarques, n'hésitez pas, hein. Oui. Je voudrais savoir comment sont organisées les formations du personnel pour intégrer ce type de changement d'attitude, Oui. Et par quel type d'organisme aussi. Alors, moi, je peux vous parler de ce que nous faisons, nous. Parce que nous, on est à distance. Mais alors, je sais que les EHPAD peuvent faire venir aussi certains formateurs en présence, en présentiel. Il faut trouver le bon. Donc, nous, c'est à distance, par Internet. Et donc, nous proposons des modules courts, soit libres, soit avec le développement professionnel continu. Mais ça, c'est pour les professionnels de santé. Donc, les modules courts libres, par exemple, nous en avons un sur la prévention de la sarcopénie, de l'ostéoporose, c'est-à-dire pour garder la mobilité physique. Nous en avons un sur le prendre soin, et c'est par rapport aux situations difficiles. Un autre par rapport à l'environnement, dont je vous parlais. Un qui va sortir bientôt sur la promotion du droit à l'intimité et à la sexualité dans les EHPAD. Et un autre sur les activités en EHPAD qui respectent les besoins, les désirs des personnes. Donc là, d'ici, là, on en a déjà qui ont ouvert. Et d'ici janvier, on aura donc 5 modules ouverts. Donc, comment ça se passe? Ce sont des modules annoncés pour 7 heures, mais parce qu'on va piquer où on veut, parce que si on fait tout, c'est beaucoup plus de 7 heures. Donc, on est allé faire des reportages dans des EHPAD magnétiques, justement. On a des interviews de soignants, de directeurs d'EHPAD, donc des reportages sur des activités, par exemple. On a fait des petites animations en 2D pour expliquer ce que c'est la sarcopénie, ce que c'est l'ostéoporose, etc. Et il y a une partie contenue avec beaucoup de petites activités pour vérifier qu'on a bien, qu'on a bien acquis certaines connaissances, qu'on a bien compris. Donc des petites activités en autocorrection. Et pour ce qui est du développement professionnel continu, il y a un petit mémoire en plus à faire et une mise en relation des différents soignants par des classes virtuelles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent virtuellement, mais enfin ils se voient, ils se parlent, ils peuvent travailler sur un document commun, des échanges de documents, voilà, puis un mémoire à rendre dans les 2 mois qui suivent le cursus avec à chaque fois un formateur spécialisé, un formateur en EHPAD qui va discuter, parce qu'il y a une espèce de tutorat qui discute avec les stagiaires, avec les étudiants et qui corrige, qui donne son avis sur le mémoire. Voilà. Alors, on a aussi un diplôme universitaire, mais qui est ouvert, donc normalement Bac plus 3 ou niveau Bac avec selon la profession et l'expérience professionnelle, qui s'appelle Éthique et prévention dans l'accompagnement de la personne âgée dépendante, où on a développé cette approche éthique et préventive. C'est aussi à distance en e-learning. Pas d'autres réactions, pas d'autres... Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup.